Pour vous, quels sont les grands défis auxquels font face le secteur laitier, étant donné qu'on sait que les producteurs de lait ont tendance à disparaître en Suisse? Tout à fait. Donc les grands défis, c'est de pouvoir pérenniser cette production laitière en Suisse. On le remarque, on a des problèmes à différents niveaux. On a des problèmes au niveau des coûts du prix du lait, donc de la possibilité de produire de manière rentable. Et là, c'est à mon avis, le point le plus important. On a un producteur suisse de lait en moyenne qui gagne actuellement 14 francs de l'heure. 14 francs de l'heure. Donc, dans un niveau suisse, on est vraiment très très bas. Et puis là, on doit absolument maintenant agir par la rémunération sur le marché principalement, mais également par maintenant une correction au niveau de la politique agricole pour que ce revenu horaire augmente. Il n'y a aucun jeune qui à l'avenir, ou très peu, qui seront motivés à continuer de travailler dans ces conditions-là. Donc on parle vraiment de rentabilité comme critère premier, et puis bien sûr après, indirectement, on a aussi une question de relève. Des jeunes. C'est un métier aussi qui est assez prenant. On est lié au troupeau et à la traite 365 jours par année. Donc là aussi, il y a des défis à ce niveau-là. Et puis, il faut qu'on puisse assurer une relève à l'avenir, aussi par une bonne formation, et puis une flexibilité peut-être dans les horaires de travail. Il y a plusieurs solutions là au niveau de possibilité de trouver des solutions. Mais c'est vraiment sur cette relève et cette rentabilité que nous focalisons actuellement pour l'avenir. Et comment on se bat pour une meilleure rentabilité? Pour une meilleure rentabilité, il faut des conditions cadres qui fonctionnent sur le marché. Donc ça, c'est déjà aussi notre première préoccupation, c'est qu'on ait des conditions cadres qui permettent d'avoir un prix du lait rémunérateur en Suisse. Ça, c'est la politique qui doit le régler. Ensuite, au niveau de l'IP lait, on doit aussi travailler ensemble au niveau de la branche, que tous les acteurs prennent conscience qu'on a tous besoin l'un de l'autre. Sans lait, il n'y a pas de transformateur ni de lait qui est distribué. Et puis, sans distributeur, notre lait, c'est compliqué aussi de le vendre. Donc, on est tous liés, on doit travailler ensemble. Et puis, c'est à ce niveau-là qu'on va vraiment essayer d'évoluer au niveau de la branche à l'avenir pour avoir une branche laitière forte qui permette aussi de créer de la valeur ajoutée. Et il faut aussi qu'à l'intérieur de cette branche, on ait des règles claires et une volonté de répartir la valeur ajoutée sur tous les acteurs pour que tout le monde puisse en vivre, même le producteur, bien sûr, au bout de la chaîne, qui est au bout, mais je dirais même aussi à la base de la production du lait. Donc sans producteur, il n'y a rien qui se passe. Comment fonctionne la segmentation du prix du lait? La segmentation est par définition une séparation du marché. On a le segment A, B, C. Donc des produits A qui sont censés être ou qui sont écoulés sur le marché indigène. Le segment B, des produits qui sont déjà un peu plus soumis à la concurrence étrangère, où l'on va se baser pour la formation du prix B sur la valeur de la poudre de lait écrémée internationale, et puis pour la graisse, la valeur indigène. Et puis encore bien sûr le segment C, le troisième segment, où là on n'a aucune protection. C'est du lait qui est exporté sans protection. Donc la formation du prix C, on se base uniquement sur le prix de la poudre de lait et du beurre à l'international. Ce système, il a des avantages et des désavantages. Quels sont-ils? Le grand avantage, c'est qu'on puisse placer dans le segment A le maximum de lait pour avoir une valeur ajoutée optimale et profiter de ce potentiel d'avoir un meilleur prix en Suisse, principalement. Et puis si on n'avait pas ces différents segments, on ne pourrait pas vraiment valoriser ce lait aussi bien qui est vendu en Suisse. Le risque serait qu'on ait un espèce de prix de mélange au final et qui serait quelques centimes plus bas que la moyenne actuelle. Et puis un désavantage, c'est que malgré cette segmentation qui est mise en place, on peut encore avoir dans certains cas des prix mix qui sont faits, sans entrer dans le détail. Et puis là, il n'y a encore pas une transparence absolue qui est possible. Je parle surtout d'une partie du lait qui peut être exportée ou ça. Donc là, il y aurait encore peut-être un petit potentiel d'amélioration du système.
Et du coup, comment et par qui sont formés les prix indicatifs A, B et C? Donc le prix indicatif A, il est discuté et fixé tous les trimestres au sein de l'IPLE, du comité de l'IPLE. Les prix B et C sont simplement publiés de manière mensuelle par IPLE. D'accord, et qui est-ce qu'il y a dans ce comité de l'IPLE, justement? Donc dans le comité de l'IPLE, on a 2 familles composées de chacun 10 représentants. Un côté 10 représentants des producteurs et de l'autre côté des représentants des fromagers, des transformateurs et de la grande distribution. Et vous trouvez que les paysans ils sont suffisamment représentés à l'IPLE? Tout à fait, on a les 2 familles qui sont représentées chacune par 10 représentants, donc là on a la parité à ce niveau-là. Donc pour moi, ça fonctionne. Ensuite, PSL, qui est l'organisation faîtière de défense des intérêts, avec 3 sièges, a une minorité de blocage. Ça veut dire que si une décision ne convient pas, les 3 représentants de PSL, s'ils se mettent d'accord, peuvent empêcher une évolution. Donc à ce niveau-là, on a quand même un espèce de garde-fou pour éviter qu'il y ait des choses, des décisions qui soient prises qui ne conviennent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand ces 2 familles n'arrivent pas à se mettre d'accord? Alors dans ce cas-là, il y a un mécanisme qui existe, qui est prévu. Et si les 2 familles n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est un index automatique ou un prix calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, l'OFAG, qui se met en place automatiquement. Les prix effectifs, eux, comment ils se négocient et par qui? Alors les prix effectifs payés sur le marché sont négociés en général après la fixation du prix A au sein de l'IPLE, mais ils se négocient entre les partenaires de marché, c'est-à-dire entre les producteurs et les acheteurs de premier échelon. Donc au niveau producteur, on a des OPE, organisations de producteurs, ou OPU, organisations de producteurs utilisateurs, qui vont de manière régulière, en général aussi tous les trimestres, négocier ce prix effectif avec leur acheteur de premier échelon. Et on note quand même souvent des différences entre le prix indicatif et le prix effectivement payé au producteur. Question peut-être un peu taquine, mais à quoi sert ce prix indicatif s'il n'est pas respecté? Donc la législation en Suisse ne prévoit pas de prix minimum ou de prix obligatoire. Le prix A défini à l'IPLE est un prix indicatif. Il sert donc de référence pour les négociations. Mais il est clair que sans prix référence qui montre là une tendance, on aurait encore plus de difficultés au niveau des producteurs pour négocier des prix corrects et rémunérateurs. Et quelle influence ont les marchés internationaux sur le prix du lait de centrale? Alors le prix du lait de centrale, il est défini par une formule, donc le prix indicatif qui est calculé à l'IPLE. Et puis là, il y a une influence, il y a environ 25% de cette formule qui est composée des prix internationaux. Donc là, il y a déjà, dans le prix A, il y a déjà un petit effet au niveau international. Et puis ensuite, le prix B, lui, il est composé vraiment à moitié, je dirais à moitié au niveau des composantes. Il y a la graisse, le prix de graisse protégé niveau suisse et le prix de la poudre de lait écrémée qui est un prix utilisé, le prix du niveau international. Donc le prix B, il est, je dirais, sur ces 2 composantes, graisse, protéines, la moitié vient de l'international. Et le prix C, là, on utilise pour le calculer uniquement des prix internationaux, donc une totale influence du marché international. Et est-ce qu'on considère que c'est normal que ces marchés ils aient une influence alors que en fait, la ligne blanche, elle n'est pas libéralisée? Oui, alors ça a été lors de l'introduction de ce système, je parle de cette influence de l'international sur le prix du lait A. Le système, lors de son introduction, a été conçu comme cela parce qu'il y a une partie de ce lait qui peut quand même partir en export et puis il y a un lien avec les marchés internationaux et on en tient compte comme ça. Donc dans les grandes lignes, sur quoi les acteurs ils se basent pour définir les prix aux producteurs? Donc les prix aux producteurs, qui soient discutés à l'IPLE ou alors dans les négociations, ils se basent en général sur 4 critères importants. C'est l'offre et la demande sur le marché, l'état des stocks, qui ont une influence aussi sur la capacité, la flexibilité sur le marché, la différence au niveau des prix entre la Suisse et l'international, qui
qui a aussi forcément une influence. Et puis un quatrième point, le trafic de perfectionnement, donc l'utilisation aussi indirectement des fonds de l'IPLA et son fonctionnement. Comment est intégré le coût de production dans la formation du prix du lait? Le coût de production, c'est un point qui est abordé régulièrement lors des discussions de la fixation du prix du lait, mais il n'est pas en tant que tel intégré vraiment dans la formule mathématique ou dans les calculs précis qui sont faits pour calculer le prix du lait. Et puis là, nous on s'engage, PSL, bien sûr qu'on en tient compte dans les discussions, on se base aussi sur des index d'augmentation des coûts de production, en général dans l'agriculture. Et puis là, PSL s'engage dans les discussions aussi à ce qu'on tienne compte de ça. Et puis on aimerait encore à l'avenir essayer d'améliorer cette prise en compte des coûts de production, étant donné qu'à long terme, si on veut une production laitière durable en Suisse, on doit vraiment pouvoir avoir un prix qui rémunère les producteurs de manière correcte. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation et mieux intégrer ces coûts de production aux producteurs de lait? Alors nous avons maintenant à l'interne commencé de travailler sur un calculateur de coûts. Et puis je crois que c'est un petit peu l'idée, puis la tendance pour l'avenir, c'est qu'on se base sur nos calculs de coûts de production pour pouvoir, ces coûts de production qu'on amènerait sur la table des discussions, pour en tenir compte, pour obtenir un prix qui couvre nos charges. Et quel est le rôle et le poids en fait de PSL dans la formation du prix? C'est quoi votre rôle précisément? Alors PSL ne négocie pas des prix définitifs entre acheteurs et vendeurs, mais nous nous engageons avec force et intensité dans les discussions et à l'IPLA pour définir le prix A, qui sert de prix indicatif, et puis aussi également dans l'organisation des fonds et les conditions cadres du marché qui sont discutées à l'IPLA. C'est le rôle vraiment aussi de l'IPLA, c'est de définir ces conditions cadres. Là, nous intervenons vraiment avec tout notre savoir-faire et nos compétences pour qu'on ait au final les meilleures conditions cadres pour les producteurs de lait suisses. Et peut-être en résumé, quelles sont les déductions et les suppléments qui sont opérés sur le prix du lait aux producteurs? Alors on a les déductions ou suppléments cellules et puis germes qui concernent tout le monde. Ça c'est un système au niveau national. Ensuite, ce qui est supplément ou déduction matières grasses, protéines ou alors transport, taxes par arrêt, etc. Ça c'est des suppléments ou déductions qui sont définis entre chaque acheteur et vendeur au cas par cas. Et est-ce que vous pensez que la formation du prix elle est suffisamment transparente? Alors la segmentation permet une certaine transparence au niveau de la formation des prix. Naturellement qu'on peut encore, il y a encore quelques points où on pourrait améliorer le système. Je pense maintenant le système permet de faire encore des prix mix, comme on appelle, au sein chez un transformateur, il y a encore la possibilité de faire des prix mix. Et puis là, je pense qu'il y a encore un potentiel d'amélioration au niveau de la transparence. Et nous y travaillons et chaque fois que nous le pouvons, nous intervenons dans ce sens. Parce qu'au final, si on a une meilleure transparence, une meilleure visibilité sur le marché, avec des quantités aussi qui sont clairement définies, c'est ça qui nous permet vraiment d'être convaincus qu'on a le meilleur prix possible. Et quid en fait des suppléments de la Confédération, comme ceux par exemple liés au lait commercialisé? Comment se passe ce supplément, qui le touche au final? Donc le supplément pour le lait commercialisé a une valeur de 5 centimes par kilo de lait. Il est versé de manière mensuelle aux producteurs. Et puis ensuite, il y a une déduction qui est faite chez l'acheteur de lait pour financer les fonds de l'IPLA. Donc au total, on a une valeur de cette déduction de 5 centimes qui est opérée chez les acheteurs de lait. Elle a une valeur de 77,8 millions de francs. Et c'est cette somme-là qui est utilisée ensuite, qui est répartie selon il y a tout un règlement qui explique comment répartir et utiliser les différents fonds de l'IPLA. Et c'est grâce à ça qu'on va essayer de stabiliser le marché, d'avoir des conditions cadres
qui soit optimale pour que, pour que les acteurs puissent évoluer dans des conditions stables et qu'on puisse avoir aussi une certaine vision à moyen terme au niveau du marché.